Place maintenant à votre rendez-vous Diaspora, parce que ni l'excellence ni la diaspora n'ont de frontières. Une élite africaine hors du continent s'organise et notre invité en est l'initiateur. Il crée le club Efficience en 2008. Elie Kamge rêve d'une diaspora économiquement puissante. Chirurgien dentiste de profession, il troque très souvent sa blouse blanche pour un costard cravate. Du Cameroun jusqu'à Paris, itinéraire d'un VRP qui a fait de la valorisation des talents noirs un sacerdoce. Bonsoir Elie Kamge. Bonsoir. Alors vous êtes né au Cameroun, à Barré. Tout à C'était fait. quoi votre rêve d'enfant? Comme la plupart des jeunes qui sont nés en Afrique à cette époque, les années 60, c'était de réussir sa vie professionnelle, d'être cadre. On avait le rêve d'être médecin, ingénieur et bien d'autres. Et voilà, parmi ces rêves-là, j'ai eu la chance de réaliser ce rêve et aujourd'hui d'être chirurgien dentiste. Et voilà, je m'évertue tous les jours à rétablir le sourire de mes patients. Est-ce qu'à l'adolescence, vous pensiez déjà à quitter la France? Le Cameroun à l'époque. Le Cameroun, pardon, excusez-moi. Tout à fait. Pas vraiment en tant que tel comme objectif. Et je me disais, ben voilà, c'est faire un beau métier. Et voilà, le concours de circonstances a fait que je quitte le Cameroun après le bac. Et aujourd'hui, c'est pas un souci, ça s'est bien passé. Alors, direction Reims en 1987, vous partez étudier l'odontologie à l'université. Qu'est-ce que vous vous dites en arrivant en France? Je me dis, mon objectif, c'était de réussir mon métier, déjà réussir ce pourquoi je suis venu en France. J'ai pas bénéficié d'une bourse de l'État du Cameroun, mais c'était plutôt vraiment une initiative de ma famille, de mes parents. Donc je remercie encore mes parents pour avoir fait ce sacrifice pour moi, parce que c'était quand même un énorme sacrifice. Et je me dis, j'ai une lourde responsabilité, il faut que j'arrive à réussir ce challenge. Et j'arrive à Reims en 87, en médecine, avec le concours de première année que tout le monde connaît, C'est très sélectif, dur, oui. avec un quota déjà pour passer en deuxième année et un quota pour les étrangers qui étaient en première année. Donc c'était un double quota. Bon, heureusement, ça s'est bien passé. Le parcours s'est bien passé. J'étais très bien classé et du coup, ça m'a permis, parce qu'en deuxième année, on choisit soit médecine, soit pharmacie, soit dentaire. Et j'ai pu avoir le choix de dentaire puisque je voulais en même temps être proche des gens, faire un métier pour soigner les gens, mais en même temps un métier beaucoup plus pratique. Et c'est ce que j'ai pu obtenir en faisant dentaire finalement. Et votre diplôme en poche, vous vous installez donc dans la région parisienne. Est-ce que vous avez dû faire face à quelques réticences, des obstacles? Les réticences, c'était plutôt de l'ordre de... C'était plus administratif, parce que quand je suis sorti, j'avais pas la nationalité française à l'époque, et j'avais pas non plus l'autorisation d'exercer en tant que praticien. Donc du coup, il y a eu quelques temps, pendant que j'exerçais en tant que salarié, j'avais le droit, ce statut qu'on décrit toujours dans les hôpitaux, faisant fonction d'interne, alors qu'en fait, on fait le même travail que les autres, mais du fait qu'on n'a pas la nationalité ou on n'a pas l'autorisation d'exercer, parce que il y a deux possibilités, soit vous avez la nationalité, soit vous avez l'autorisation d'exercer en tant que professionnel de santé. Je n'avais ni l'un ni l'autre, et du coup, on travaille dans les services hospitaliers, on ne peut pas s'installer en libéral. Et voilà, ça s'est bien passé. Et par après, j'ai demandé une autorisation d'exercer qui m'a été accordée 2 ans après, je crois. Et voilà, ceci s'est enchaîné. Et je me suis dit, il faut que je m'installe. Et je suis venu en région parisienne, où j'ai racheté un cabinet en 2001, et je me suis installé en clientèle privée. Et depuis 18 ans, voilà, ça se passe très bien. Alors, dans ces 18 ans, il y a eu un jour où un petit garçon est venu consulter dans votre cabinet. Tout à fait. Et là, c'est un petit peu la claque pour vous. Racontez-nous. C'est une histoire tout à fait banale, mais particulière, qui a changé un petit peu ma vie. J'allais dire même beaucoup. Puisque j'étais pas dans le monde associatif. Venant du Cameroun, avec cette ambition de réussir le challenge qui m'a été adossé par les parents. Je termine mes études, je viens en région parisienne, je rachète le cabinet, j'exerce. Au bout de 8 ans au cabinet, le burn-out commence à s'installer. Je me dis, mais tiens... Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit garçon? Je me dis, mais est-ce que je vais passer 20 ans dans ce mur là? Et un jour, concours de circonstances, dans cette même période d'interrogation, un jeune noir de à peu près 8-9 ans, sa mère lui dit, on va chez le dentiste.
Et il arrive au cabinet, je lui demande de patienter en salle d'attente. Il demande à sa mère, mais tu m'as dit qu'on allait chez le dentiste. Sa mère lui dit, mais oui, mais le monsieur, il est dentiste. Et il dit, mais un dentiste marron? Ça n'existe Et voilà. pas. Pour lui, il était stupéfait de voir qu'un dentiste était noir. Et ça a été le déclenchement chez moi de tout ce processus qui amène aujourd'hui jusqu'au Club Efficience. Du coup, avec deux amis à vous, vous fondez le Club Efficience en 2008. C'est quoi l'objectif au départ? Mais l'objectif au départ, c'était de dire, nous sommes un certain nombre de parcours de réussite, mais le problème, c'est que dans la société, on n'est pas représenté ni dans les cercles de décision, ni dans les médias, et on est dans une société qui se reproduit par mimétisme. Les jeunes font ce qu'ils voient faire. Nous, jeunes, ne voyons pas dans les médias ceux qui les représentent. Du coup, ils se disent, ça n'existe pas. Ils se mettent un plafond de verre sur la tête alors qu'ils peuvent. Ils ont des capacités, ils ont du potentiel. Et notre objectif, au départ, c'est de dire, mais nous sommes un cercle d'amis avec des parcours très excellents. Mettons-les en lumière, permettons à d'autres de rêver. Et c'est comme ça qu'est parti le club. Et en 10 ans d'existence, qu'est-ce que vous avez mis en place? En 10 ans d'existence, le club, c'est un énorme réseau. Aujourd'hui, on a près de 600 membres, près de 12 000 sympathisants, 70 000 ou 80 000 sur les réseaux sociaux. Le club, aujourd'hui, travaille sur 3 grands axes. Le capital humain, comment promouvoir ce capital humain, cette force de la diaspora, les idées, comment apporter des idées novatrices pour permettre à cette diaspora non seulement d'être présent et efficace dans les pays d'accueil, mais aussi de jouer le pont, de participer au développement du continent. Et quand on parle d'idées, des hommes et des idées, le dernier point, c'est le côté financier. Comment peut-on partir aujourd'hui du modèle qui caractérise la diaspora, qui sont les transferts d'argent, et arriver au capital productif? Si on veut aider le développement du continent, il est clair qu'il faut capter une partie de l'épargne de la diaspora et de l'orienter plutôt vers du capital productif. Et quelles sont les conditions pour entrer dans ce cercle un peu fermé? Non, il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé, il est ouvert. Il est ouvert, c'est un cercle ouvert puisque les adhésions se passent en ligne, donc tout le monde peut souscrire. Et on a mis en place une forme d'adhésion qui concerne les jeunes et même les moins jeunes, ou ceux qui sont plus à une orientation plutôt économique. Donc tout ça est permis au sein du club. On n'est pas fermé du tout. Est-ce que vous n'avez pas peur de créer une diaspora dans la diaspora, une élite qui est finalement un peu déconnectée de la majorité? Non, ce n'est pas réservé qu'à une élite, puisqu'aujourd'hui, on est ouvert à des jeunes. On a des adhésions, je pense, de 80 € qui sont réservées à des jeunes étudiants et tous ceux qui ne sont pas non plus élites. Ça, c'est clair. Notre objectif aujourd'hui, c'est de mobiliser une diaspora avec une dimension plutôt économique, parce qu'on s'était rendu compte, quand on a créé le club, que les diasporas sont longtemps restés dans des schémas de revendication. Et restant dans ce schéma de revendication, on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que nous sommes bien à notre place? Est-ce que nous sommes bien ici? Et pourtant, on est bien là. Voilà, la force de cette diaspora, c'est ce que nous appelons cette diaspora les Afropéens. C'est-à-dire afro par leur couleur de peau et péens par leur culture européenne qui ont aujourd'hui embrassé et qui les permet d'être non seulement une force dans les pays d'accueil, mais qui doivent être aujourd'hui, pour nous, c'est clair au Club Efficient, la diaspora doit être un élément émergent, un élément structurant de l'émergence du continent africain. Et comment cette génération d'entrepreneurs peut tirer profit de cette double culture? Quel impact pour le continent? Quel impact pour le continent? C'est tout le travail que nous faisons. C'est de dire aujourd'hui, la diaspora, c'est pas que les transferts d'argent, c'est aussi ses compétences. C'est déjà où est-ce qu'on trouve ces compétences? Quelles sont ces compétences? Et on a le mérite aujourd'hui, le club, d'éditer cet ouvrage qui est le Gotha Noir. Ce Gotha Noir qui répertorie tous les 2 ans les parcours de réussite qu'on a au sein de la communauté. Parce que nos États sur le continent, justement, ne savent pas comment cibler la diaspora, comment parler à cette diaspora. Le Club Efficience a fait ce travail de réunir cette diaspora au niveau européen, parce que ce n'est pas qu'en France. Le Gotha Noir répertorie cette diaspora au niveau européen et permet aujourd'hui de pouvoir communiquer, identifier... Unir la diaspora. Et unir cette diaspora. Merci beaucoup, Elie Kamgue, d'être venu sur notre plateau.